Bien, avec nous au cœur de l'exposition Trésor au Muséum d'histoire naturelle de Genève. Je m'appelle Manuel Ruedi, je suis conservateur dans ce musée et je m'occupe de conserver les mammifères, les oiseaux dans nos collections. Et le but de ce live d'aujourd'hui, c'est qu'on va visiter un peu virtuellement l'exposition des trésors, qui est actuellement une exposition temporaire, et je vais vous présenter quelques spécimens et j'espère que vous aurez l'intérêt et l'envie de me poser plein de questions. On est en live, vous êtes sur le chat et je vais essayer de répondre à vos questions. Et je profite de l'occasion pour vous montrer notre livre qui aussi illustre les différents spécimens que l'on montre dans cette exposition. Et ce livre vous donnera encore plus de précisions sur les spécimens que l'on a choisis. Le premier animal qui m'intéresse, que je voulais partager avec vous, c'est un tout petit tatou. C'est un animal qui est très ancien, puisque vous savez que l'expo qu'on a appelée Trésor depuis 200 ans célèbre les 200 ans d'existence de ce muséum. Et le premier spécimen, un tout petit tatou, il a été acquis par le musée en 1874. Donc ça fait pas mal de temps en arrière. Et comme on le voit, c'est un animal qui a été préparé par les taxidermistes de l'époque, un petit peu comme un bijou dans son écrin, parce qu'effectivement, c'était une curiosité déjà à l'époque, un animal assez rare, qui s'appelle le tatou nain, qu'on appelle aussi le tatou tronqué, mais c'est pas très joli comme nom, je préfère tatou nain, et parce qu'effectivement, c'est le plus petit tatou du monde. Et c'est un animal dont on connaît pratiquement rien. Tout simplement parce qu'il mène une vie très cachée. C'est un animal qui est un peu l'équivalent de nos taupes de chez nous, donc qui vit sous terre, qui creuse des galeries. Alors le tatou nain, il vit dans une toute petite région d'Argentine, il est endémique d'Argentine. Il vit dans des terrains très sablonneux et donc creuse des galeries pour chercher des larves d'insectes, pour se nourrir et se réfugier. Et c'est un animal très mal connu parce que non seulement il est nocturne, il vit sous la terre, mais en plus il est très rare. Et à l'époque, c'était donc un véritable bijou qu'il fallait présenter au public et c'est pour cette raison que le muséum l'a acquis à cette époque-là. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que le tatou nain, comme tous les tatous de la Terre qui vivent donc en Amérique du Sud et en Amérique centrale, ils font partie de l'ordre des édentés. Alors, édenté, ça veut dire sans dents. Ce qui est assez comique, c'est que le terme édenté était très bien choisi pour d'autres membres de cet ordre des édentés. Ici, j'ai un crâne de fourmilier géant. Et effectivement, on voit ici la mandibule et on n'a aucune dent. Donc c'était bien choisi de dire que c'était l'ordre des édentés. Par contre, pour les tatous, c'est moins bien choisi. Vous savez que nous, vous et moi, en tant qu'hommes moyens, Homo sapiens, on a 32 dents. Il en a zéro. Le fourmilier géant, il en a zéro. Par contre, le record mondial pour les mammifères qui ont le plus grand nombre de dents, il s'agit justement d'un tatou en édenté. Alors c'est assez mal choisi comme terme puisque le tatou géant, qui vit aussi en Amérique du Sud, a jusqu'à 100 dents dans sa mâchoire. Aujourd'hui, on a laissé tomber ce terme d'édenté et on les appelle les cingulata, c'est le grand ordre des tatous. Et sur cette lancée, avec les animaux un peu étranges, on va remonter le temps des choses plus récentes qui ont été acquises au muséum plutôt dans les années 1900. Eh bien, on a un autre crâne particulier. Cette fois, il n'y a que le crâne d'un dauphin. Alors, le dauphin, puisqu'on parlait de dents, je ne pouvais pas m'empêcher de vous montrer ce très joli crâne-là. Entre parenthèses, vu qu'on n'a pas de mer en Suisse, le muséum possède très peu de pièces de cétacés, donc de dauphins et de baleines. Simplement, en France, le Muséum d'histoire naturelle de Paris, il recueille tous les dauphins qui s'échouent sur leur longue côte sur l'Atlantique ou la Méditerranée. Ici, on n'en a pas, donc on a peu de pièces. Ce crâne de dauphin-là, le dauphin avec cour, vous allez voir qu'il a aussi énormément de dents.
Alors, quand je vous parlais du record du mammifère avec le plus grand nombre de dents, je parlais des mammifères terrestres. Mais si on tient compte aussi des mammifères marins, puisque le dauphin, vous savez que c'est un mammifère marin, eh bien, c'est eux, en réalité, c'est cette espèce-là qui a le record, puisqu'on compte au minimum 174 dents dans la mâchoire supérieure et inférieure du dauphin à bec long ou du dauphin à bec court, comme celui qui est présenté là. Donc en fait, c'est énormément de dents. Et ces dents-là ne sont pas comme chez nous des dents relativement spécialisées. On a des canines, des incisives, des molaires qui ont des fonctions et des formes différentes. Chez les dauphins, toutes les dents sont identiques. On dit que c'est des homodontes qui ont les mêmes dents. Elles sont très nombreuses et elles servent essentiellement à attraper les poissons dont ils se nourrissent. Donc c'est une sorte de pince géante pour ces animaux-là. Et les dauphins ont une vie fascinante dans les mers. Et ce qu'il faut savoir aussi comme curiosité locale en tant que Suisse, eh bien, c'est que nous avons une société dédiée à l'étude des dauphins et des baleines qui s'appelle la Swiss Cetacean Society, la Société suisse d'études et de protection des cétacés, qui a été fondée à Lausanne et qui justement s'occupe de la protection de ces animaux, notamment en Méditerranée et dans d'autres endroits. Voilà ces deux premiers spécimens. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, une fois encore, n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, comme ça en direct, ça va peut-être être difficile pour vous de vous faire entendre, mais utilisez le chat, posez des questions, si possible, en relation avec les tatous, géants, nains ou Dieu sait quoi, ou avec les cétacés, et je vais essayer de répondre à vos questions. Et c'est une occasion unique, bien que je ne sache pas tout sur tous les animaux, peut-être que j'aurai réponse à votre question là. Alors si on continue notre parcours guidé, on va revenir sur Terre et on va revenir avec une des pièces peut-être les plus spectaculaires que nous avons au muséum. C'est un animal qui a été taxidermisé, c'est-à-dire empaillé en gros, en 1940, donc il y a aussi un certain nombre d'années, par un très célèbre artiste et taxidermiste qui s'appelait Henri Larsen. Et l'animal en question, c'est un magnifique tigre du Bengale. Je devrais dire plutôt une tigresse du Bengale, puisque c'est une femelle. Elle est magnifique, elle a été remise dans une position comme on la trouverait peut-être dans la nature. Mais en fait, se pose la question, puisque le tigre et d'autres animaux qu'on présente ce sont des animaux qui sont en voie de disparition aujourd'hui. Dans les années 40, il y en avait peut-être encore plus de 10 000 qui vivaient à l'état sauvage, ou peut-être même 20 000, on pense, à l'état sauvage dans la nature. Aujourd'hui, ils ont très fortement régressé avec surtout la disparition des milieux et la pression de la chasse sur les tigres. Il y en a peut-être entre 3 et 4 000, peut-être 4 500 actuellement sauvages. Donc, c'est des animaux menacés. Et donc, se pose la question, mais c'était méchant finalement d'empailler un tigre qui lui-même est menacé. Et donc la question, c'est de savoir d'où viennent la plupart des animaux que l'on vous présente dans notre musée, même les animaux anciens, d'où viennent-ils? Est-ce qu'on a commandé à un chasseur d'aller faire un safari sur le dos d'un éléphant et de tirer un tigre pour le muséum? Non, depuis très très longtemps, ça ne se fait plus, pour les raisons de conservation que j'ai évoquées. En fait, la plupart de nos animaux, y compris cette magnifique tigresse, viennent des zoos. Et celle qui a été empaillée par notre taxidermiste, M. Larsen, venait justement du zoo de Bâle, qui avait des tigres, et elle est décédée pour une raison que je ne connais pas, mais elle était intacte, et donc elle était proposée au Muséum d'histoire naturelle pour l'empailler et ainsi pouvoir montrer un tigre en nature, enfin pas vivant, mais en nature, à l'état naturel, au public et d'avoir ainsi une relation plus proche d'un tigre même. Donc c'est un tigre issu de captivité, comme la plupart des animaux que l'on a empaillés, que l'on vous présente. Alors je me tourne vers mes collègues qui sont derrière la caméra. On a un certain nombre d'opérateurs et d'opératrices. Savoir si vous avez des questions à poser sur le chat. Je compte sur vous pour que je raconte encore plus d'histoires sur ces bêtes.
Et apparemment, c'est relativement tranquille, donc ne vous gênez pas. J'essayerai de répondre, même si c'est des questions simples. Posez-moi surtout pas la question que j'aimerais pas qu'on me pose, c'est pourquoi le tigre a des rayes? Pourquoi le léopard il a des taches? Et là, en fait, je veux pas que vous me posiez cette question parce que personne n'est capable d'y répondre. La nature, elle est infinie. Les hasards de l'évolution ont amené des couleurs, des rayes, des taches différentes sur les plantes et sur les animaux. Et pourquoi aujourd'hui on a des léopards qui ont des taches? Alors on dit c'est pour mieux se confondre dans la nature, se confondre dans les herbes. Quand ils cherchent à chasser une proie, il faut qu'ils soient cachés. Très bien. Mais pourquoi ça marche avec des taches pour les léopards et le tigre a plutôt des rayes? Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Il n'y a pas de réponse simple à laquelle à cette question-là. Et donc, je vous remercie de ne pas avoir posé cette question-là. Alors, on va pouvoir passer à notre quatrième spécimen. On remonte dans le temps, c'est des spécimens de plus en plus récents. Et je vous ai parlé du tigre qui est un des plus grands carnivores, un des plus grands prédateurs terrestres actuels. Le plus grand, en fait, c'est l'ours blanc, mais le tigre n'est pas loin derrière. Pour parler du plus petit mammifère du monde. C'est un record mondial. Et ce plus petit mammifère du monde, alors avec la caméra, ça va être difficile de montrer la taille, mais il a la taille d'une phalange du petit doigt, la taille adulte. Il s'agit d'une toute petite musaraigne. Alors peut-être avant que je donne les détails, on nous signale une question sur le chat. On a une question de Laurent. Combien y a-t-il de races de tigres? Alors, Laurent nous demande combien il y a de races de tigres. Alors, la notion de race, c'est quelque chose d'un petit peu abstrait pour les scientifiques. On parle plutôt de sous-espèces, à pas confondre avec les espèces de tigres. Il y a une seule espèce de tigre, mais les sous-espèces, il y en a 9 actuellement, dont 2 se sont éteintes et une toute dernière qui a été décrite d'Indochine dans ces 5 dernières années. Donc, ils vivent en Asie aujourd'hui. Il y en avait jusqu'en Turquie dans les temps historiques, le tigre de la Caspienne. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus qu'en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est, ainsi qu'en Sibérie. Donc aujourd'hui, 9 races ou sous-espèces plutôt, dont 2 disparues dans la nature. Alors, mon record du monde, mon plus petit mammifère du monde, c'est une musaraigne qu'on appelle la pachyure étrusque. Alors, étrusque, ça vous rappelle quelque chose? Les Étrusques, c'est une peuplade d'Italie. Eh bien, parce que ce record du monde, on le trouve en Europe également. C'est une espèce, la pachyure étrusque, qu'on trouve tout autour de la Méditerranée, qui est très répandue. Et même depuis 2011, on l'a découverte en Suisse pour la première fois. C'est mon professeur de l'époque, le professeur Peter Vogel, aujourd'hui disparu malheureusement, de l'Université de Lausanne, qui a disparu en 2011. Et lui, ça faisait des dizaines d'années qu'il était convaincu que ce record mondial de petitesse vivait en Suisse, au Tessin, mais on ne l'avait jamais trouvé parce qu'il vit tellement caché entre les murs de pierre sèche, il ne revient jamais au jour, qu'il pensait qu'effectivement, il existait depuis longtemps au Tessin, mais il n'avait jamais été découvert. Et effectivement, il a fini par arriver à en capturer vivant une dizaine de spécimens de cette petite musaraigne. Alors le spécimen qu'on vous expose, c'est justement Peter Vogel dans les années 70 qui en avait ramené du sud de la France. Il en avait capturé, sauf erreur, c'était en Camargue. Et il a été mis en pot, non pas comme le tigre, comme on trouverait cette petite musaraigne dans la nature, mais plutôt comme un spécimen scientifique où on peut mesurer la longueur de ses pattes, de son corps, de sa queue. On me pose une question sur le chat. Oui, on a Dominique qui nous demande si le spécimen qui est présenté, c'est bien la taille adulte. Alors, Dominique nous demande si c'est la taille adulte. Ce que vous n'arrivez pas à voir en direct, effectivement, c'est que c'est un animal, je vous disais, qui a la taille d'une phalange d'un doigt, donc environ 2 cm et demi pour le corps et autant pour la queue. Et oui, c'est la taille adulte. Alors, peut-être pour vous donner une image de la petitesse de cet animal, cette musaraigne pèse 1,8 g. Alors 1,8 g, moi je ne me représentais pas ce que c'était.
Mais le jour où vous avez une pièce de 1 centime suisse, ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup encore en circulation, déjà prenez une pièce de 5 centimes suisse, vous la mettez dans la main, eh bien cette pièce de 5 centimes suisse fait le double déjà, 2,5 grammes. Donc c'est ultra petit et il n'y a pas de mammifère connu au monde plus petit, ni historique, ni préhistorique, ni d'aujourd'hui que la pachyure étrusque. Question. On a Alice qui nous demande que mange cette musaraigne. Alors, que mange le plus petit mammifère du monde, cette musaraigne étrusque? Eh bien, c'est un insectivore, c'est-à-dire qu'il se nourrit essentiellement d'araignées, de coléoptères, de larves, essentiellement d'arthropodes de façon générale, donc on appelle ça des insectivores. Strictement, donc, qui trouvent dans les vieux murs de pierre sèche, sous les cailloux, l'endroit où vit cette musaraigne dans le sud, en Méditerranée par exemple. Alors, sur un nouveau spécimen, on remonte dans le temps historique sur les spécimens qui ont été acquis. La pachyure étrusque a été acquise dans les années 70. Eh bien, on arrive sur un record de taille, mais cette fois en grosseur, puisque j'aimerais vous parler du plus gros rongeur d'Europe. Le plus gros rongeur d'Europe, c'est le castor. On appelle le castor d'Eurasie, puisque c'est une espèce qui était connue de toute l'Europe jusqu'en Russie, jusqu'en Asie. Et le castor, donc qui peut peser jusqu'à une trentaine de kilos, il a une histoire très particulière avec la Suisse et avec Genève. C'est une espèce qui a failli disparaître du monde, puisque d'une espèce relativement commune il y a quelques centaines d'années, on l'a beaucoup chassé, non seulement pour sa fourrure, qui est extrêmement douce, épaisse et imperméable, mais on a aussi chassé les castors pour le manger, pour sa chair. Et notamment pour une région religieuse qui n'a pas arrangé l'affaire, puisqu'il était déjà en voie de disparition, c'est qu'il a été considéré comme une viande que l'on peut manger même pendant le carême, parce que comme le castor a sur sa queue des aspects, on dirait qu'il a des écailles sur sa queue plate, il était considéré comme plutôt appartenant au monde des poissons, et donc on peut manger du poisson même pendant le jeûne, et donc le castor était tombé malheureusement dans cette catégorie dont on pouvait manger la viande même pendant les temps de carême. Et donc tout ça a contribué à une très forte pression de chasse, et il y a eu une diminution dramatique des castors d'Eurasie. Il n'en restait plus qu'en Europe, dans le sud de la France, au siècle passé. Il a vraiment failli disparaître. On pense qu'il n'en restait plus que entre 1000 et 3000 dans la nature, et c'était sur le bord de l'extinction. Il y a une question qui est posée Une sur question le... de Ludovic qui demande s'il y a une limite de masse ou de taille pour le fonctionnement d'un organisme de mammifère. Oula, alors là, on revient juste un tout petit peu en arrière vers le record de petitesse. Donc Ludovic nous demande s'il y a une limite dans la taille minimum, peut-être aussi dans la taille maximum. La taille minimum, je viens de vous le présenter, vous le savez tous, c'est la pachyure étrusque ou musaraigne étrusque. Eh bien, il semble que oui, les limites physiologiques pour être petit sont atteintes chez cette musaraigne parce que tout simplement, il faut que le cœur puisse faire battre, il puisse battre d'abord, il bat très très vite le cœur d'une musaraigne, 1200 battements à la minute lorsqu'elle est active. Et il faut aussi faire circuler le sang dans tous les organes de la bête. Et semble-t-il, on arrive aux limites entre l'oxygénation d'un corps et le rythme du battement du cœur. On ne peut pas avoir un cœur qui bat encore plus vite pour arriver à irriguer tous les organes. Plus on est petit, plus c'est un problème. Et à l'inverse, il y a aussi une limite apparemment dans la taille. Le plus gros animal terrestre, vous le savez, c'est l'éléphant d'Afrique, qui peut peser, les plus gros mâles dépassent 5 tonnes. Et il semble que là, on a une limite un petit peu différente. Il faut d'abord que l'animal puisse être porté sur ses pattes. Et au-delà de 5 tonnes, ça devient un casse-tête. Il y a eu quelques espèces terrestres paléontologiques qui ont été peut-être plus lourdes. Il faut aussi évacuer la chaleur qui est produite par un si gros corps, etc. Il y en aurait une taille limite. Mais évidemment, si on arrive à s'affranchir d'Archimède et qu'on devient un mammifère marin, là, les limites ne sont plus les mêmes. Et vous le savez, le plus gros animal de tous les temps qui existait sur Terre
plus gros que tous les dinosaures connus aussi d'ailleurs, c'est la baleine bleue. Et la baleine bleue, les plus grosses baleines bleues ont été mesurées jusqu'à 120 tonnes. C'est vraiment largement plus, je ne sais pas combien de fois ça fait d'éléphants d'Afrique, mais énormément, tout simplement parce que le poids de son corps, il y a Archimède qui l'aide beaucoup, et elle n'a pas à le porter tout le temps. Et là, il faut encore se nourrir, etc. C'est d'autres challenges de physiologie, mais là, on a atteint le plus gros animal, le plus gros mammifère, animal, même quel que soit le groupe, c'est la baleine bleue. Alors, encore une petite question avant de repartir sur le castor. Alors, la question porte sur le castor, justement. Est-ce Voilà. que Laurent demande si c'est le même castor qu'au Canada? Et Alice et Linda constatent qu'on dirait que le castor mange du bois. Est-ce que c'est possible? Alors, Laurent, d'abord, la réponse est oui, il existe une autre espèce de castor dans le monde. Il y a deux espèces. Une, c'est le castor d'Eurasie, qu'on vous a présenté, qui a failli disparaître. Et l'autre, c'est le castor du Canada, qui vit effectivement en Amérique du Nord, qui lui est un peu plus abondant, mais lui aussi a subi une grande pression de la chasse. Et pour savoir répondre à Laurence et à Alice, eh bien, le castor qui est représenté avec du bois, c'est d'abord un castor historique. C'est le premier castor qui a été réintroduit en Suisse sous l'impulsion d'un chercheur pionnier, Maurice Blanchet. En 1956, cette femelle a été le premier castor à avoir été réintroduit en Suisse dans l'Aversoix, donc dans le canton de Genève. Malheureusement, elle est un peu mal terminée, sauf erreur, elle s'est fait écraser quelques semaines plus tard sur une route. Il y avait déjà trop de circulation en 1956 quand elle a été réintroduite, mais il y a eu d'autres castors qui ont été réintroduits. Et à l'heure actuelle, on compte environ 3000 castors qui vivent à nouveau en Suisse. Donc en fait, le risque de disparition de l'espèce entière, elle s'éloigne maintenant, puisqu'on a à nouveau pas mal de castors en Europe et en particulier en Suisse. Et donc la question de savoir est-ce qu'il mange du bois le castor? La réponse c'est uniquement. Alors oui, il ronge des troncs. Oui, il ronge parfois des gros troncs, hein, et c'est très très visible si on se balade justement le long de la Versoix ou le long de l'Arve ou dans diverses rivières du canton. On voit des gros arbres qui ont été rongés pour être abattus. Mais il ne va pas manger l'intérieur du tronc, qui est quelque chose de mort et très difficile à digérer. Ce qu'il va manger, c'est l'écorce du bois, enfin l'écorce des arbres, qui est très nourrissante, elle. Et c'est la partie vivante de l'arbre. Et le castor est un animal végétarien. Il se nourrit aussi de pousses, parfois de maïs. Il ne faut pas trop le dire parce qu'il peut faire parfois des dégâts localement dans certaines cultures. Donc c'est un végétarien, mais qui ne se nourrit pas véritablement de bois, mais de l'écorce des troncs qu'il abat, des branches qu'il va ensuite découper. Et souvent, il mange ces écorces sur ce qu'on appelle un comptoir à castor. C'est un coin de la rivière favori où le castor va sortir de l'eau en traînant des grandes branches pleines de feuilles et pleines d'écorces. Et il va ronger de nuit, c'est un animal nocturne, il va ronger tranquillement l'écorce de ces branches sur son comptoir, assis sur sa queue. C'est assez drôle à observer quand on a la chance de les voir. Ils s'assiedent souvent sur leur queue et tranquillement, ils vont manger leur écorce. On est arrivé au terme des 5 spécimens, tous des animaux donc conservés dans les collections du muséum. Il y en a 15 millions, donc on pourrait parler encore longtemps si on tenait à présenter tous les spécimens. Je rappelle encore, vous avez l'occasion de poser peut-être une dernière question, mais vous avez surtout l'espace de l'exposition temporaire des trésors, qui est d'accès libre, qui vient d'être réouverte depuis hier. C'est encore tout frais. Vous pouvez venir visiter l'exposition et puis aussi acquérir le livre qui est dédié aux plus belles, aux plus beaux spécimens qu'on vous présente dans ce livre, que je vous remontre une dernière fois. Un livre magnifiquement illustré par notre photographe avec tout plein de commentaires sur les renseignements que l'on peut avoir sur ces spécimens-là. Alors peut-être une question? Une dernière question de Alice qui demande si le castor est protégé en Suisse. Alors Alice demande s'il est protégé en Suisse. Le castor, la réponse est oui, puisque avant de proposer des programmes de réintroduction, comme ça a été le cas
pour le castor, qui était une des premières espèces à être réintroduite, eh bien, il faut s'assurer que les causes de la disparition ne sont plus là. Et une des causes, c'était la chasse. Et donc, il s'est d'abord agi de promulguer une loi qui protège totalement le castor en Suisse, ce qui était le cas, comme c'est le cas maintenant pour plein d'autres plantes et animaux, pour essayer d'enrayer une des causes simples qui serait la chasse de disparition. C'est beaucoup plus compliqué d'éradiquer d'autres causes de disparition de notre faune, comme les pesticides qui font disparaître les insectes et ensuite peut-être la musaraigne étrusque sera menacée parce qu'elle ne trouve plus les insectes pour manger, ou faire disparaître des causes comme la disparition de l'habitat tout simplement. Je vous disais, le tigre, la cause principale de la disparition des tigres aujourd'hui sur notre planète, c'est la disparition des forêts, simplement qui peuvent accueillir encore des populations de tigres, pas juste des oasis qui pourraient avoir un ou deux tigres. C'est pas comme ça qu'on peut avoir des populations viables. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et on est presque au bout de notre live chat. Une dernière question de Michel qui demande combien il y a d'espèces de mammifères dans les collections du muséum. Alors, combien avons-nous de mammifères dans les collections du muséum? D'espèces de mammifères. Alors, des spécimens, je peux vous le dire, on en a 49 534 parce qu'on on tient l'inventaire exact. Par contre, savoir combien d'espèces, c'est une question beaucoup plus compliquée que ce que l'on croit. Et actuellement, une collaboratrice est en train de réviser justement les différentes espèces que l'on a. On a environ, on doit avoir 3800 espèces, mais c'est un chiffre que je ne connais pas encore précisément. C'est un des plus importants musées d'Europe, le musée d'histoire naturelle de Genève. Et puis, on a une diversité phénoménale, mais le tout, c'est de réviser chacun de ces spécimens pour essayer d'identifier, selon les critères d'aujourd'hui, le nombre d'espèces que l'on a. Donc, c'est une réponse que je vous donnerai peut-être plus tard dans nos chats, d'ici quelques mois, quand on aura fini de réviser les mammifères du muséum. Voilà pour les personnes qui ont posé leurs questions et pour les autres qui ont suivi notre premier live chat. J'espère que vous serez encore plus nombreux mercredi prochain à la même heure où on vous parlera de toute autre chose selon en fait les connaissances des différents spécialistes et spécialistes qui vous présenteront ce live chat. Merci encore et bonne journée.